Bonjour à tous. Donc je suis Raphaël Indré, je suis conférencier de pneumologie, donc chef de clinique de pneumologie. Donc l'idée c'est de faire une conf un peu générale. Hop, je me mets en plein écran, voilà. Donc je vous laisse mon email si jamais il y a des questions à l'issue de la conf. Alors on n'aura pas le temps de tout voir dans le détail de la pneumologie, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires. Je vous y répondrai avec plaisir. Donc l'idée, c'est de faire deux parties. Il y aura une première partie sur des rappels d'imagerie, parce que c'est des choses qu'on vous demande très souvent dans les dossiers de pneumologie. Il y a souvent de l'iconographie et notamment de l'imagerie thoracique, que ce soit des radios ou des scanners. Donc on va reprendre le temps de refaire un peu de la sémiologie radiologique et puis de revoir les grands syndromes radiologiques que vous devez connaître. Et puis dans un deuxième partie, on fera des rappels de cours sous forme de questions isolées, où on va essayer à travers des questions isolées, balayer un peu le programme de pneumologie. Alors, il n'y aura peut-être pas tous les items qui seront couverts, parce que c'est quand même large à traiter sur un temps court, mais l'idée, c'est de faire des révisions un peu globales. Donc, on attaque avec la partie d'imagerie. S'il y a des questions au fur et à mesure, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont connectés, n'hésitez pas, je vous répondrai. Hop, ok, parfait. Je vous répondrai au fur et à mesure s'il y a des questions. Donc, on y va. Alors, on commence par quelques structures anatomiques vraiment de base, et puis ensuite on fera un peu de radio, et puis du scanner. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vous demander hein, sur des zones à pointer, ou même on vous flèche une structure anatomique et il faut écrire ce que c'est. Donc ça, c'est un médiastin complètement normal. Hein. Donc vous voyez que vous avez les vaisseaux, vous avez la graisse, des structures graisseuses entre les vaisseaux, et puis si vous avez ce genre de coupe avec des structures tissulaires en plus que vous ne connaissez pas, généralement c'est des adénopathies qu'on vous demande de diagnostiquer. Donc 1 et 5, je vous rappelle, c'est l'aorte, hein, l'aorte ascendante, l'aorte descendante. 2, c'est le tronc de l'artère pulmonaire, avec une artère pulmonaire droite, une artère pulmonaire gauche. Ici, si vous aviez par exemple des défects endoluminaux, eh bien, ça correspondrait à des embolies pulmonaires proximales, hein, et puis elles peuvent être lobaires, segmentaires, sous-segmentaires. On les dit proximales quand elles sont situées dans les artères pulmonaires gauche et droite, et puis tronculaires quand elles sont situées dans le tronc de la paix. 6 et 7, eh bien, vous êtes au niveau des bronches souches, une bronche souche droite, une bronche souche gauche, hein, c'est la zone de division de la trachée, donc ce qu'on appelle la carène. La carène, c'est au niveau vertébral, au niveau T5. Et puis, juste en postérieur de cette carène, vous avez l'œsophage, qui est une structure aplatie, ici en 8, hein, qui normalement se voit à peine. Si vous avez un gros œsophage très dilaté, par exemple avec un dossier de pneumopathie interstitielle, on pourrait voir ça dans la sclérodermie notamment. Et puis en para-aortique, vous avez un vaisseau ici qui est la veine azygos qui va se jeter dans le territoire cave supérieur. Attention, le canal thoracique est aussi à ce niveau-là, mais le canal thoracique c'est tout petit. Et ce n'est pas visible en situation physiologique au scanner. Ok, donc ensuite, si on continue les structures du médiastin, vous avez les structures vasculaires qui sont supra-aortiques. Donc je vous rappelle qu'on a nos 3 troncs artériels supra-aortiques au-dessus de la crosse de l'aorte, avec un tronc artériel brachiocéphalique à droite. Hein. Donc le tronc artériel brachiocéphalique, il va ensuite donner une carotide commune et une subclavière droite. Et puis à gauche, on n'a pas, pour le coup, de tronc. On a directement la naissance d'une artère carotide commune gauche en 4 et d'une artère subclavière gauche en 5. 1 et 2, ce sont les deux troncs veineux brachiocéphaliques qui vont s'aboucher ensemble pour former la veine cave supérieure. Et puis, ça, c'est une coupe parenchymateuse pour bien vous rappeler qu'à droite, on a 3 lobes, le lobe supérieur, le lobe moyen, le lobe inférieur. À gauche, on a 2 lobes, le lobe supérieur gauche, le lobe inférieur gauche. Et le lobe supérieur gauche est assez volumineux, et en fait, c'est un peu l'équivalent d'un lobe sup et d'un lobe moyen à droite. Et donc, on a une division en culmen, qui est la partie supérieure du lobe supérieur gauche, et la lingula, qui est la partie inférieure du lobe supérieur gauche. Ce qu'il faut retenir, c'est que à droite comme à gauche, les lobes inférieurs sont toujours situés derrière le cœur. C'est-à-dire que si vous avez un foyer radiologique dans un lobe inférieur, eh bien, ça n'effacera jamais le bord du cœur sur une radio, puisque c'est situé derrière le cœur, en postérieur. En revanche, ceux qui sont situés en regard du cœur et devant le cœur, eh bien, c'est à droite le lobe moyen et à gauche la lingula. Donc effectivement, si vous avez un foyer du lobe moyen ou de la lingula,
vous aurez un effacement des bords du cœur. Alors ça, c'est une coupe que vous pourriez très bien avoir sur un dossier d'embolie pulmonaire, par exemple, où on vous demande d'évaluer la gravité radiologique scanographique de l'embolie pulmonaire. Vous avez 1 et 2 ici vos oreillettes, hein, oreillette gauche, oreillette droite, 3 le ventricule droit, 4 le ventricule gauche, au milieu vous avez le septum. Et vous savez qu'un rapport VD sur VG normal, eh bien, c'est autour de 0,7. Si c'est plus de 0,7, c'est que le VD est dilaté. Si c'est plus de 0,9, c'est un signe de gravité. Donc en gros, 0,9, on ne va pas vous demander 0,9, mais ce qu'on va vous donner, c'est une image où le VD il fait à peu près la taille du VG. Et effectivement, pour vous, ce ne sera pas normal. Le VD est censé être plus petit, comme sur cette photo, vous voyez, le diamètre du VD est quand même beaucoup plus petit que le diamètre du VG. Et donc, ça, c'est ce qui est normal. À partir du moment où ils font à peu près la même taille, c'est pathologique et c'est un signe de gravité. Hop, donc dernière coupe. Là, vous avez du coup une coupe qui est centrée sur l'oreillette gauche. Qu'est-ce qui rentre dans l'oreillette gauche? Eh bien, ce sont les veines pulmonaires des deux côtés. Et puis là, vous reconnaissez l'aorte descendante, l'aorte ascendante. Vous avez un bout ici en 2 de l'artère pulmonaire. Et 3, eh bien, c'est un bout du ventricule gauche. Voilà. Donc ça, c'est des structures vraiment standards que vous devez savoir légender. Et donc, il faut vraiment pas vous tromper là-dessus, hein, pour le coup. Hop. Ok, donc je vais passer au grand syndrome radiographique. Je vais juste me chercher un mouchoir. J'arrive, je suis enrhumé, j'arrive tout de suite. Excusez-moi. Donc, pour la radio, du coup, alors on va essayer de revenir aux lésions élémentaires et puis en dégager des syndromes. Donc, on commence par ces premières radios. Donc, vous voyez que il existe des opacités, hein, sur ces deux radios. Donc vous vous souvenez qu'en radio, quand c'est trop blanc, on parle d'opacité, quand c'est trop noir, on parle de clarté. Donc là, il y a des opacités. Si on se concentre sur la radio de gauche, eh bien, vous avez une opacité qui est dense, qui pour le coup, bah, vous voyez, est en regard du cœur, hein, à gauche, qui est plutôt sur la partie basse du poumon. Et maintenant, bah, il va falloir, pour trancher entre un lobe inférieur gauche ou un lobe supérieur gauche, regarder quel est le rapport avec le cœur. Je vous ai dit tout à l'heure, à gauche, il n'y a que 2 lobes. Le lobe inférieur est toujours situé derrière le cœur, le lobe supérieur est toujours situé devant le cœur. Bon. Maintenant, il faut savoir, eh bien, est-ce qu'on voit le cœur ou pas? Les bords du cœur ici, bah, vous voyez, ils sont difficiles, on les voit au début, puis après on les voit plus tellement. Ils sont difficiles à distinguer, donc si c'est difficile à distinguer, c'est que le foyer est situé devant le cœur. Devant le cœur, eh bien, on a dit qu'il n'y avait que le lobe supérieur gauche, donc ça, c'est un foyer du lobe supérieur gauche. Ok, donc il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas se dire c'est en bas du poumon, si c'est en bas, c'est que c'est du lobe inférieur, ça, c'est pas un bon raisonnement. Il faut se dire, est-ce que je vois le bord du cœur ou pas? Là, je le vois pas. Donc, si je le vois pas, c'est que c'est de la lingula. Okay, c'est la partie inférieure du lobe supérieur gauche. Donc ça, c'était effectivement un patient qui avait une pneumopathie de la lingula. Ça, c'est un patient qui a, donc vous voyez, aussi une opacité dense avec un très beau bronchogramme aérique que je vous montre avec la flèche là. Hop. Voilà, donc là, vous voyez une zone de division bronchique au sein de la condensation. Donc c'est ce qu'on appelle le bronchogramme aérique, avec une zone de condensation alvéolaire qui est systématisée. Donc tout ça, c'est des mots-clés. Hein. Systématisé, localisé, si vous voulez, condensation, bronchogramme, et donc ça traduit ce qu'on appelle le syndrome alvéolaire. Donc voilà, ce que je vous montrais là, c'est des radios de syndrome alvéolaire. Pour vous, la première cause de syndrome alvéolaire, c'est toujours d'origine infectieuse. La plupart du temps, c'est une pneumonie. Ce qu'il faut essayer de rechercher, c'est effectivement ce bronchogramme alvéolaire. Pour vous, c'est plutôt une note rassurante d'avoir un bronchogramme alvéolaire. Puisque si vous avez quelque chose de très dense comme ça, bah, parfois le diagnostic différentiel, ce sera une masse. Et effectivement, la masse tissulaire, pour le coup, bah, la bronche, elle ne va pas pouvoir se diviser dedans parce qu'elle va être complètement comprimée. À la différence d'une pneumonie où la pneumonie, vous allez avoir du pus dans les alvéoles. Et donc là, ça ne va pas comprimer les structures bronchiques et vous pourrez voir les bronches divisées au sein du foyer d'opacité. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais avec le signe de la silhouette. Vous voyez là le foyer, donc ça c'est la radio que je vous ai montré, ça c'est une autre radio avec une pneumopathie du lobe inférieur gauche pour le coup.
vous voyez que là, on voit très bien le bord du cœur. Donc le fait qu'on voit le bord du cœur signifie que le foyer est derrière et donc c'est du lobe inférieur. Vous voyez que le lobe inférieur est toujours situé derrière le cœur sur une radio de profil. Il est situé derrière le cœur, ici en postérieur, alors que, bon là c'est à droite, hein, c'est un lobe moyen, mais si vous avez la lingula à gauche, c'est à peu près la même chose. Elle est située vraiment très en antérieur et en bas. Ok, donc là, je vous montre plutôt maintenant des radios de syndrome interstitiel. Alors maintenant, on va essayer de s'attacher à décrire les lésions élémentaires. Hmm. Si on regarde cette première radio en haut à gauche, eh bien, on voit que déjà, il y a des anomalies qui sont diffuses. Et ça, c'est probablement le premier mot-clé du syndrome interstitiel. Il faut avoir compris que le syndrome alvéolaire, c'est vraiment quelque chose de systématisé, de localisé, alors que le syndrome interstitiel, c'est vraiment diffus. Donc, diffus, ok, j'ai des anomalies des deux côtés. Quelles sont-elles? Eh bien, on voit qu'il y a, vous voyez, des zones un petit peu grisées sur la radio, ici, là, voilà. Donc, des zones un peu, alors c'est pas vraiment des opacités comme on voit dans le syndrome alvéolaire, mais elles sont, c'est des zones un peu grisées surajoutées, c'est ce qu'on appelle des infiltrats, d'accord? Donc il y a des infiltrats bilatéraux, il y a des zones un peu de distorsion, avec, vous voyez ici une distorsion trachéale, hein, donc on voit qu'il y a quelque chose qui tire sur la trachée, probablement un processus fibrosant, de même qu'il y a une ascension de la coupole diaphragmatique avec une coupole un peu en dôme comme ça, et ça, c'est des phénomènes de traction qui tirent sur les coupoles, hein. Donc ça traduit un syndrome interstitiel plutôt fibrosant, donc voilà, qui est principalement composé d'infiltrats, peut-être quelques lignes aussi, mais le caractère diffus et fibrosant est certain. Alors maintenant, si on regarde ici cette radio-là, eh bien, qu'est-ce qu'on y voit? Déjà, on voit que le médiastin est quand même pathologique avec des adénopathies qui sont évidentes. Avec là, vous voyez la crosse de l'aorte, et directement sous la crosse de l'aorte, eh ben, vous avez un paquet ganglionnaire ici qui fait saillie. Normalement, vous vous souvenez qu'il y a une dépression sous la crosse de l'aorte, et là, c'est complètement comblé avec un magma ganglionnaire. Et on voit que le île contralatéral du côté droit est aussi assez confortable, hein. Donc il y a des anopathies hilaires bilatérales. On a l'impression qu'il y a aussi un ganglion ici en latéro-trachéal droit, où là, normalement, on doit rien avoir. Ici, il y a une poche un peu avec quelque chose de tissulaire. Donc on peut imaginer qu'il y a aussi une anopathie en latéro-trachéal droit. Et puis, si vous regardez le parenchyme, bah, pour le coup, il y a des choses surajoutées, notamment des lignes ici, hein, vous voyez, hop, il y a des lignes, là aussi, hop. Et puis, il y a des petits points qui se sont surajoutés, qui sont en fait des micronodules. Donc, il y a un syndrome réticulo-micronodulaire, bilatéral, associé à des adénopathies hilaires bilatérales, probablement médiastinales. Donc ça, c'était en fait une sarcoïdose de stade 2. Et puis là, vous avez enfin cette radio où, pour le coup, alors on n'a pas d'adénopathie, mais on a plein de petits points blancs partout, 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 partout des deux côtés. Et donc ça, c'est un syndrome interstitiel micronodulaire qui est en lien avec une miliaire tuberculeuse. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de la sémiologie du syndrome interstitiel. Donc le caractère diffus, les infiltrats, comme je vous ai montré, les zones un peu grisées, les nodules, les micronodules, les lignes de Curley. Alors les lignes de Curley, c'est justement ces traits qu'on peut voir apparaître, hein. On les appelle B quand elles sont dans les bases, A quand elles sont dans les apex. Les distorsions, donc trachéales, scissurales, diaphragmatiques. Et puis on peut voir parfois des pertes de volume, vous voyez comme ce poumon droit ici, sur la radio en haut à gauche, où on a l'impression qu'effectivement le poumon droit il a perdu en volume par rapport au volume attendu. Et puis, enfin, je vais vous parler de plèvre, hein, de plèvre et de radio. Donc là, c'est différents types de pneumothorax qu'il faut apprendre à reconnaître, hein. Vous savez que c'est tombé là il y a quelques jours aux échos. Donc, il y a une radio de pneumothorax. Et puis, c'est quelque chose de fréquent, donc il faut apprendre à bien les identifier. Donc là, vous avez sur cette première radio ici un pneumothorax apical gauche, hein. Vous voyez que la ligne de démarcation est là. Donc, il faut chercher une différence de clarté en fait avec ici une zone hyper claire que vous arrivez à délimiter. Vous voyez que là il n'y a plus de structure, il n'y a plus de structure